Le cercle RH, un débat, un face-à-face entre deux invités pour parler de la vaccination de l'entreprise. On en a beaucoup parlé à l'occasion de la sortie d'un rapport de l'Association nationale des DRH. On va parler du télétravail parce qu'à partir du 9 juin, tout ça change, évolue. Est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'on fait avancer réellement le droit du travail justement en matière de télétravail? On en parle avec mes invités. Laurent Pietraszewski, merci d'avoir répondu à notre invitation parce que l'emploi du temps est évidemment serré. Secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail en charge des retraites. Tiens, peut-être qu'on en parlera parce que vous avez toujours la prérogative des retraites et de la santé au travail. Et vous étiez hier, je crois, chez Safran, très grande entreprise, pour bien constater ce qui se passait dans cette entreprise concernant les vaccinations. C'est un plaisir de vous accueillir. Et puis, Gépi Koudadjé, merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit social au barreau de Paris, enseignante à Paris 1. Et puis, vous avez sorti une note très détaillée, très instructive sur le diagnostic d'abord du télétravail pendant cette année, et puis sur potentiellement ce qui pourrait se passer. On avait un avocat il y a quelques instants et qui disait qu'il va falloir quand même commencer à cadrer les déplacements professionnels entre les lieux tiers. Il y a beaucoup de questions. Laurent Pietraszewski, une question, une seule, politique. Vous êtes toujours tête de liste dans la région Hauts-de-France? Oui, je suis tête de liste Vous de l'êtes, France. malgré les rumeurs. D'abord, il n'y a pas de rumeurs. Si. C'est la presse bruisse, mais la réalité, c'est celle que je porte. Et vous savez que le besoin de notre région Hauts-de-France, c'est d'être réunis pour à la fois lui redonner sa fierté et tout faire pour que le risque d'arriver en responsabilité du Rassemblement national ne se produise pas. Donc vous tordez le cou à toutes ces rumeurs des conseillers élyséens qui, dans votre dos, prépareraient l'arrivée de M. Dupond-Moretti, nordiste comme vous? Non, mais moi je ne crois pas du tout à ces rumeurs. Vous savez, moi, la politique, j'en fais depuis 3 ans et demi. J'ai une vision extrêmement pragmatique. Ouais. J'ai une vision extrêmement pragmatique de la réalité. Donc moi j'avance et je continue à avancer. Et vous faites votre campagne et votre chemin. Et vous continuez vos actions de ministre, parce que c'est important quand même de préciser que vous êtes au contact des entreprises. Un mot d'abord sur la vaccination de l'entreprise. MEDEF, CFDT vous interpellent, vous disent, écoutez, c'est formidable, monsieur le ministre, mais on n'a pas de dose. Et j'ai lu en plus, rajoutant évidemment un peu de stress au stress, que c'était surtout des doses AstraZeneca, compte tenu de tout ce qu'on sait sur les hésitations des Français et des salariés. Qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, alors d'abord, on va se redire les choses clairement. Quelle est la situation aujourd'hui? Lorsqu'on est salarié et qu'on a des fragilités qui sont des problèmes de santé, par exemple du diabète, dès que aujourd'hui on a 18 ans qu'on est concerné, on peut se faire vacciner. Voilà. Il y a aussi pour tous les autres, et à partir de 50 ans, la possibilité de se faire vacciner. Et puis, dans l'ensemble de ces catégories de Français qui peuvent se faire vacciner, il y a de nombreux salariés. La médecine du travail prend toute sa part dans cette stratégie vaccinale. Un chiffre, pas trop de chiffres, ouais, pas trop de chiffres, ouais. mais un peu quand même. Allez, plus de 500 000 injections réalisées par les médecins du travail, par les professionnels de santé de la médecine du travail. C'est quand même extrêmement sérieux, c'est un engagement fort. Plus de 2500 médecins du travail qui sont engagés dans cette stratégie vaccinale. Cela fonctionne très bien, à due proportion de leur rôle. Et je crois que c'est un élément. Vous savez, la médecine du travail, c'est 8000 professionnels de santé qui sont des tiers privilégiés, des gens que les salariés ont bien identifiés. Eh bien, ils font Vous êtes sûr de tout ça? leur rôle, bien sûr. Ils font tout leur rôle, et qui est un élément de la stratégie vaccinale. Ce n'est pas toute la stratégie vaccinale de notre pays. On dira un mot tout à l'heure de ce qu'on s'est dit chez Safran hier avec Elisabeth Borne, notamment sur la volonté de mettre en œuvre des dispositifs tests pour s'appuyer encore plus demain sur les services de santé au travail en matière de vaccination. Donc vous valorisez et vous validez la stratégie vaccinale en entreprise, parce que certains, même sur place, disent mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On n'a pas les outils, on n'a pas les vaccins. Qu'est-ce que vous leur répondez? On ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. Je vous dis qu'il y a plus de 500 000. Sur le fond, ce n'est pas moi. C'est vos chiffres. Pas un chiffre. C'est les chiffres des saisies. C'est-à-dire, quand vous vaccinez quelqu'un, vous êtes obligé de renseigner l'information pour que ça soit suivi. Donc sur 500 000 vaccinés. Plus de 500 000. C'est 520 000 injections. Donc c'est tout à fait significatif. Et ça concerne qui? Ça concerne essentiellement les personnes qui, du coup, ont décidé de se faire vacciner dans le cadre de leur activité professionnelle auprès de la médecine du travail, mais ils peuvent aussi le faire auprès de leur pharmacien, auprès de leur médecin généraliste, auprès d'un centre de vaccination. Donc, encore une fois, ce n'est pas une réponse unique pour les salariés. Ouvert bientôt à tous dans l'entreprise, parce qu'il y a aussi ce débat, et je vais vous donner la parole, mais c'est vrai que cette stratégie vaccinale qui démarrait de l'EHPAD aux 55 ans, aux comorbidités, on lit, on entend que dans certains centres de vaccination, hors entreprise, tout le monde y va. C'est ouvert presque à tout le monde. Est-ce que dans l'entreprise, ça doit être pareil? Le jeune salarié de 20 ans peut y aller aussi. Oui, Arnaud Ardouin, il y a une stratégie vaccinale qui, dans notre pays, est très claire. Elle s'appuie sur les recommandations des
hautes autorités de santé, qui est on protège d'abord les plus vulnérables. Et croyez-moi, cela fonctionne. Quand on discute avec des professionnels de santé en réanimation, ils vous disent nous n'avons plus dans nos réanimations de Français qui ont plus de 75 ans, plus de 70 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été vaccinés. Donc ça veut dire que la stratégie est la bonne. Nous avançons dans ces stratégies. Je viens de vous le dire pour notamment les plus de 18 ans qui ont des fragilités. Eh bien, nous serons aussi bientôt en population générale. On vous l'a dit après le 15 juin. Et je crois que ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour tous les Français. Il y a beaucoup d'appétence pour cette vaccination. Il y a une volonté de retrouver pour nous tous une vie plus normale. Et la vaccination, c'est la réponse. Et les jeunes qui, pour certains, pour tous d'ailleurs, vont devoir passer le bac français, vous l'avez entendu, et le bac avec le grand oral, certains font un peu la tête, il faut qu'ils soient en forme. Jepi Koudadje, vous avez fait cette étude, vous êtes avocate en droit du travail. Ce débat, on l'a depuis presque un an. Certains ont dit le télétravail, ça ne marchera pas, parce que les salariés sont trop loin. D'autres ont dit c'est formidable le télétravail, c'est génial, on autonomise, on donne de la confiance. Voilà. Qu'est-ce que vous dites, vous, l'avocate ? Est-ce que le droit est armé pour, à partir du 9 juin, parce que beaucoup d'entreprises ont déjà signé des accords de télétravail, je pense à des banques qui autorisent leurs salariés presque aux 3/4 à faire du télétravail, être en distanciel. On est prêt, là, le droit est prêt pour accueillir cette nouvelle manière de travailler ? Alors oui, le droit me semble prêt pour accueillir cette nouvelle manière de travailler. Je vais juste rappeler les règles très rapidement. On sait qu'il y a un ANI qui date de 2005. On a le Code du travail consultatif, hein ? Oui. Tout à fait. Le premier ANI de 2005, le Code du travail qui prévoit des règles. Le télétravail peut être mis en place de plusieurs manières, par accord d'entreprise. Donc là, c'est la place des partenaires sociaux et du dialogue social. C'est en cours. C'est en cours. Et là, il y a de plus en plus de négociations dans les entreprises. Et il y a également de nombreux accords qui ont déjà été conclus dans les entreprises. En 2020, on compte déjà plus de 700 accords d'entreprise déposés sur le télétravail. Donc le dialogue social est en cours. Ça va continuer dans la mesure où, après le 9 juin, le gouvernement demande aux employeurs de poursuivre cette stratégie de télétravail et de déterminer par eux-mêmes le nombre de jours télétravaillés. Donc, si les partenaires sociaux prennent le sujet en main, nous avons évidemment toutes les armes pour régler cette question. C'est-à-dire, Laurent Biagevski, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Les syndicats, vous les avez en face de vous très régulièrement dans des négociations sur tous les sujets dont on vient de parler. Et puis, toutes les semaines ou tous les 15 jours, avec Elisabeth Borne, nous faisons une séquence de travail avec eux, au regard d'ailleurs de la situation sanitaire, et nous évoquons évidemment les sujets de télétravail. Les syndicats étaient un peu le pied sur le frein sur le télétravail. On a eu le représentant de FO, le patron d'FO, qui disait mais oui, mais non. Quelle est la ligne des syndicats sur cette question ? Est-ce qu'ils sont très progressistes en disant oui, c'est formidable le télétravail, ou est-ce qu'ils sont un peu hésitants ? Bon, vous ne m'en voudrez pas de ne pas porter, moi, la voix des organisations. Non, mais vous les rencontrez. J'ai porté celle du gouvernement, c'est déjà pas mal. Ouais. Voilà. Mais écoutez, moi, je vais vous dire quand même un mot. J'ai entendu Maître Koudadje ici nous rappeler la réalité de ce qui a été négocié par les partenaires sociaux. Nous avons, en fin d'année dernière, un accord interprofessionnel sur le télétravail. C'est quand même une belle victoire du dialogue social. Et ça répond un peu à votre question. Je ne voulais pas renvoyer uniquement... Donc, ils jouent le jeu. Moi, j'ai le sentiment que les partenaires sociaux ont envie de jouer le jeu, et surtout parce qu'ils ont bien compris. Vous savez, cette crise sanitaire, je crois qu'elle a révélé l'importance de ce dialogue social de proximité que moi, je défends depuis plus de 3 ans, d'abord aux côtés de Muriel Pénicaud, et maintenant aux côtés d'Elisabeth Borne. Et qui fonctionne. Oui, qui fonctionne, oui, parce que en vérité, tout ne se décide pas de Paris. Il y a des réalités qui sont différentes dans les entreprises. On a besoin d'un cadre, bien sûr, il faut un cadre, et tant mieux si c'est un cadre négocié, contractuel, interprofessionnel. Parfois, ça peut être la loi aussi, bien sûr. Et cela, ça se décline dans la réalité des entreprises. Donc moi, je réponds à votre question en disant, moi, je sens une volonté des partenaires sociaux aussi bien côté patronal que syndical, d'avancer. Il y a un débat, évidemment, qui sont les lieux tiers, qui sont les créations de coworking. On assiste quand même, l'avocate et la citoyenne, on assiste quand même à une révolution du monde du travail. Je veux dire, cette crise Covid a été un accélérateur incroyable. C'est la loi Warsmann, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, je crois que c'est le député Warsmann, ça remonte un tout petit peu pour ceux qui connaissent l'Assemblée, qui avait mis le mot télétravail. Et puis il y a une accélération incroyable sur cette question du télétravail. On ne reviendra jamais en arrière. Alors, c'est difficile. C'est une question fondamentale, ça. Oui, c'est difficile de faire des pronostics, mais au vu des accords qui sont négociés dans les entreprises et des propos qui sont tenus par les DRH, le télétravail va continuer à se développer. Il sera très difficile de revenir au monde d'avant crise Covid. Les entreprises, les grosses, créent des accords. Je parle des PME, des TPE, de toutes ces petites boîtes.
c'est plus compliqué. Comment on fait avec elles? Parce qu'il y a les grands groupes qui créent des accords qui sont plutôt assez agréables pour les collaborateurs. Ils ont des choix, ils ont 10 jours de présentiel, tout le reste, c'est où ils veulent. C'est pas vrai pour les petites entreprises, c'est plus compliqué. Comment on les accompagne sur cette question du télétravail? D'abord parce que les petites entreprises, elles sont aussi très sensibles à ce qui est fait au niveau des branches, et que les branches, là, ont un vrai rôle à jouer. Vous savez, dans ce dialogue social de proximité qu'on a évoqué, on va dire il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de la loi, et c'est le droit commun, ça s'applique. Voilà. Il y a les possibilités qui sont données aux branches d'incarner des réalités qui sont propres à leur activité professionnelle, et puis après, une déclinaison en entreprise, en fonction de la réalité qu'on a évoquée, entreprise par entreprise. Moi, je crois, et j'ai confiance là dans le travail des branches qui peut être fait de manière à alimenter les TPE-PME. C'était d'ailleurs un des leviers principaux de ce qu'on a appelé les ordonnances Pénicaud, c'est-à-dire de donner de l'espace aux branches. Et vous savez d'ailleurs que pour le sujet, les partenaires sociaux, et vous parlez des organisations représentatives des salariés tout à l'heure, étaient plutôt allantes dans leur majorité sur le sujet. Un mot sur ces aides. Près de 500 milliards, le coût du Covid, hein, hors dette structurelle, c'est 500 milliards. Beaucoup, et vous les rencontrez sur le terrain, vous êtes en campagne, vous êtes sur le terrain comme ministre, mais aussi en campagne. On vous dit, mais vous la retirez quand cette prise, et à quel moment je me retrouve les pieds dans le vide? Comment ça va se passer, ça? Parce que la difficulté, c'est la transition, et vous le savez très bien. Vous avez raison. D'ailleurs, ce sujet de la transition, c'est un sujet qui préoccupe le gouvernement et sur lequel il est acteur. Septembre? Soyons clairs. Nous avons à la fois Bruno Le Maire, à la fois Alain Griset qui sont là-dessus aux manettes. Eh bien, ils ont déjà annoncé l'un et l'autre qu'il y aurait une progressivité. Il ne s'agit pas de débrancher les aides de façon abrupte. C'est l'inquiétude. Pourquoi? Parce que c'est d'ailleurs la meilleure façon de mettre en difficulté la reprise économique que nous construisons. Si nous avons investi auprès des salariés, je le rappelle, parce que le système de chômage partiel, d'activité partielle dans notre pays a été le plus solidaire, le plus généreux d'Europe. Nous l'avons fait vis-à-vis des salariés, mais nous l'avons fait aussi vis-à-vis des entreprises, en leur permettant de garder la tête au-dessus de l'eau. Et de repartir plus vite. Bien sûr, et évidemment, nous n'avons pas fait tout ça pendant un an pour, à un moment donné, les mettre en difficulté au moment de reprendre. Donc nous ferons ça très progressivement, et vous le savez, on a annoncé, Alain Griset l'a fait très récemment, un certain nombre de mesures pour dire, notamment d'ailleurs aujourd'hui, qu'on prenait en compte les difficultés qui sont liées au stock, nous prenons aussi en compte les difficultés qui sont liées à la perte de chiffre d'affaires, et dans des proportions qui sont moindres que celles qui avaient prévalu lors des premiers temps. Je vous donne la parole, mais un mot, parce que vous avez finalement une mission assez transversale, parce que vous parlez de travail, de négociation, de santé, donc vous touchez finalement à plusieurs ministères. On est dans les bons délais là, par rapport à ce qui avait été annoncé, hein, dans les tranches de vaccination. On est bon, on est dans les clous, non, on tiendra nos délais, ou on est au-dessus? On va tenir nos délais, on est mieux que nos délais d'ailleurs. Hein. Vous savez qu'on est déjà à plus de 15 millions de premières injections, donc on a cet engagement qui est présent, et je crois, je l'ai dit tout à l'heure en introduction de mon propos, il y a une véritable volonté de la part des Français d'avoir accès à cette vaccination, et nous avons, grâce à l'organisation qui a été mise en place, notamment par ma collègue Agnès Pannier-Runacher, un flux entrant de vaccins, pardon pour le terme un peu technique, mais vous voyez, on voit bien qu'on monte dans ce flux logistique. Il y a des vaccins, et les Français peuvent aller se faire vacciner. Je leur dis, il y a quand même des centres de vaccination qui sont ouverts à tous. Hein. Bien sûr. Non, mais au-delà des... Dans les tranches d'âge. Dans les tranches d'âge, voilà. On est d'accord. Donc tout doucement, on est en train d'assouplir. Les centres de vaccination sont évidemment accessibles. Et en fait, c'est relativement simple, parce que l'idée est toujours la même. On protège d'abord ceux qui sont les plus fragiles. Voilà. Et après, ça a parfois été contesté. Les jeunes ont dit on aurait dû commencer par les actifs, par ceux qui étaient dans l'entreprise et qui étaient les forces vives. Mais cette question a été posée. On a un bon exemple du fait qu'on a été en sécurité dans l'entreprise et qu'on l'est toujours, par les protocoles que j'ai d'ailleurs personnellement mis en œuvre dès le mois de mai de l'an dernier, avec une présence forte des partenaires sociaux, on en parlait tout à l'heure, aussi bien côté patronal que syndical, pour faire qu'on soit en sécurité, en présentiel dans les entreprises. Donc vous voyez, je crois que la stratégie de protéger les plus faibles, elle a été la bonne, elle est la bonne, et on a réussi en entreprise à protéger tous ceux qui étaient là. J.P. Koudadje, la question du présentiel. Excusez-moi de revenir en faisant des pas sur le droit et je dirais l'action gouvernementale, mais on doit laisser le salarié libre. Une entreprise peut imposer ses règles, ou on doit laisser le salarié. Certains disent, je me sens très bien en télétravail full remote, plein temps.
Moi, je me sens pas bien en full remote, je veux être dans l'entreprise. Comment on fait là? Comment le droit s'organise pour cela? C'est chacun choisi? Chacun choisit, mais pour mettre en place le télétravail, il faut un double volontariat et le consentement du salarié et de l'employeur. Donc, si le salarié ne souhaite pas télétravailler et revenir dans l'entreprise, on se heurte à une difficulté et la mise en œuvre du télétravail me paraît très difficile, voire impossible. Donc, on n'impose pas aux salariés? Hors crise sanitaire. Hors crise sanitaire, puisque là, jusqu'au 9, il y avait obligation d'un 100% télétravail, sauf pour ceux. Aujourd'hui, après le 9, les avocats vont être consultés. Vous allez avoir des gens qui vous disent, mais on m'oblige à rester chez moi parce que l'entreprise revoit ses surfaces d'entreprise, réduit ses locaux et oblige. On n'a pas le droit à ça. C'est un principe de double volontariat qui est posé par l'ANI et le Code du travail. Donc, c'est pas possible. Avant de nous quitter, puisqu'on a un ministre très transversal sur ce plateau, Bruno Le Maire explique que la croissance est une des meilleures en France par rapport à d'autres pays. Alors, on s'est beaucoup comparé pendant toute cette année entre les Allemands, entre les Anglais, entre les Italiens. Vous la sentez, cette reprise en septembre? Certains disent on va avoir un rebond d'activité parce que la stratégie du gouvernement a été une aide massive. D'autres disent attention, il y a eu quelques effets d'aubaine dans des villes moyennes de province où des artisans ou des commerçants, finalement, à Paris, évidemment, 10 000 euros, ça ne représentait pas grand-chose, mais pour des petites villes de province, c'était plutôt... vous y croyez, cet effet d'aubaine? Est-ce que certains ont profité de la situation? Je vais vous dire très clairement, il y a des contrôles qui sont faits, il y a eu des contrôles qui ont été faits, il y en a toujours. Maintenant, moi, je souhaite qu'on ne pointe du doigt personne en la matière. Vous savez, mes parents étaient commerçants artisans, je vois bien ce que c'est, les difficultés quand on est tout seul avec un salarié dans cette situation de crise sanitaire. Donc, moi, avant qu'on pointe du doigt les quelques rares personnes qui auraient pu éventuellement détourner la solidarité nationale de son objet, c'est une question d'équilibre. On parle de l'immense majorité de ceux qui en ont besoin, et c'est à cela que je veux m'adresser. Non, vous avez mené une stratégie de territorialisation et peut-être qu'il aurait fallu territorialiser les aides. Les loyers ne sont pas les mêmes à Fécamp qu'ils sont dans le 18e arrondissement de Paris. Ce n'est pas les mêmes loyers, donc évidemment les aides ne sont pas les mêmes. Vous comprenez bien cette réalité. C'est aussi pour ça qu'on a regardé le chiffre d'affaires et c'est aussi pour ça qu'on regarde les stocks aujourd'hui, parce qu'évidemment les réalités, alors vous savez, les réalités elles sont différentes géographiquement, mais elles sont aussi sacrément différentes d'un secteur d'activité à l'autre. Et donc tout cela, évidemment, est regardé, mais il faut mettre un cadre. Nous avons mis un cadre, et à chaque fois qu'il y avait des trous dans la raquette, et bien à chaque fois avec Alain Griset, à chaque fois avec Bruno Le Maire, nous avons trouvé, avec les représentants des professions, des solutions pour permettre aux entreprises d'avoir la tête au-dessus de l'eau. On va se quitter, Laurent Patriarchevski. Vous êtes donc toujours candidat aux élections régionales dans les Hauts-de-France, qui est une région industrielle, sinistrée à certains égards. Vous devez entendre beaucoup de salariés qui vous disent « j'ai peur de perdre mon emploi ». Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord que la responsabilité de la région en matière économique est réelle. Oui. Et donc tous ceux qui aujourd'hui se présentent à cette élection régionale doivent regarder ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Moi, je peux vous dire, c'est que dans le gouvernement dans lequel je suis, l'action très forte d'Agnès Pannier-Runacher sur le terrain, notamment dans le Pas-de-Calais, mais pas que, les territoires d'industrie, les actions extrêmement fortes que nous avons engagées partout dans les Hauts-de-France comme partout en France, eh bien, montre la volonté du gouvernement auquel j'appartiens de transformer l'économie de cette région. Que ceux qui, aujourd'hui, sont en responsabilité, et ils sont depuis plus de 25 ans, viennent nous expliquer qu'il faudrait tout d'un coup baisser les impôts de production, que ne l'ont-ils pas fait avant? Comment se fait-il que le président sortant de la région aujourd'hui découvre qu'il faut baisser les impôts de production? Que ne l'a-t-il pas fait pendant les 25 années où il a été au pouvoir? Enfin, c'est tout à fait hallucinant, ce genre de comportement. Et d'ailleurs, vous savez, les citoyens ne s'y trompent pas. Ils regardent ce que vous avez fait avant d'entendre les promesses que vous allez leur faire. Il y a un bilan. Vous savez qu'on n'est jamais élu sur un bilan. Ou réélu sur un bilan, c'est une règle. Ça n'empêche pas d'avoir un peu de cohérence dans ce qu'on pense et dans ce qu'on dit. Absolument. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau, Laurent Pietraszewski, à nous avoir éclairé sur pas mal de sujets autour de cette santé au travail, notamment dans les entreprises, parce que vous aviez été interpellé, rappelons-le, par la CFDT et par le président du MEDEF. Merci. Et en charge des retraites. Vous avez vu, on n'a pas eu le temps d'en parler, comme si ce sujet était passé. Vous avez toujours plaisir à venir chez nous et c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Jepi Koudadje, merci, vous reviendrez aussi, parce que le télétravail, j'ai peur qu'on continue à en parler encore quelques mois. Mais c'est plutôt un sujet de consensus et de dialogue social de proximité. Ouais. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut plutôt être optimiste sur le fait que cette
pour certains, n'oublions pas que tout le monde n'est pas concerné par le télétravail, Évidemment. une nouvelle forme d'organisation du travail, mais qui ne peut pas être, à mon avis, exclusive. Et une nouvelle manière de vivre aussi quand on est en télétravail, c'est un changement de rythme de vie et même de transport. Certains sont fatigués de faire des heures de voyage, ils peuvent travailler à domicile ou dans des lieux tiers. Tiens, c'était un sujet important pour les élus locaux. Merci Gépi Kouiadjé, avocate en droit social au barreau de Paris, enseignante à Paris. C'était un plaisir de vous accueillir tous les deux pour ce face-à-face. Tout de suite, c'est la pause café. Vous la connaissez, cette pause café un peu décalée. C'est avec Fanny Griesmer. Les enfants, les ados, n'aiment pas trop le métier de leurs parents. Ils veulent faire autre chose. Ils ont une quête de sens différente. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? On en parle.